Sceptique, Valentina Le Quintrec sur RBS. Être sceptique, ce n'est pas douter de tout, c'est refuser de penser à moitié. Le monde court, nous, on s'assoit, on éteint les notifs, on coupe le bruit et on parle. Salut à tous, je suis Valentina Le Quintrec, ravie de vous retrouver comme chaque premier jeudi du mois en direct de 20h à 21h. Vous écoutez Sceptique, soyez les bienvenus sur RBS. Comme d'habitude, vous pouvez réagir à l'émission sur Instagram, YouTube et Spotify. Ce soir, on met le nez dans un sujet qui nous concerne tous, les médias. Au programme, 2 parties. D'abord, on parlera des frontières de plus en plus floues entre journalisme, communication et création de contenu. Puis, en seconde partie de soirée, la question qui dérange, peut-on encore parler d'objectivité journalistique ? La neutralité est-elle un idéal ou juste un mythe qu'on aime se raconter ? Mais tout d'abord, accueillons ensemble nos invités du jour. Il a traversé les plateaux et les frontières, il est journaliste Arte où il anime les soirées théma, mais il est surtout chirurgien du langage, quelque part entre le micro et le livre, entre la rédaction et la réflexion. Il trace un chemin sans faire de raccourcis. Il a passé tant d'années à décrypter l'info qu'il regarde encore la télé mais sans le son. Bienvenue sur RBS, William Irigoyen. Bonsoir et merci de votre invitation. Quelle entrée en matière. N'est-ce pas ? Depuis 2024, il dirige le QEJ, la fabrique des futurs journalistes à Strasbourg. Chercheur, politologue, observateur du lien fragile entre médias et citoyens, il connaît les coulisses du pouvoir autant que celles des rédactions et décortique la mécanique de la parole publique. En gros, il nous aide à comprendre pourquoi on ne comprend plus grand-chose. Bienvenue Cédric Pellen. Bonsoir, merci beaucoup. Merci à vous. Lui, vous le connaissez déjà si vous écoutez RBS, journaliste maison, œil affûté, caméra affûtée aussi. Nicolas Rodier, je suis contente de te retrouver à l'antenne. Salut Valentina, ça va bien ? Ça va, merci et toi ? Super, toujours un plaisir. Plaisir partagé. On va commencer tout de suite par un constat simple. Aujourd'hui, tout le monde est en capacité de produire de l'information. Journalistes, communicants, influenceurs ou créateurs de contenu. Même les institutions produisent leur propre contenu, chacun avec ses codes, ses intérêts et sa vérité. Résultat, les frontières bougent, la confiance, elle vacille. William, selon vous, qui avez vu évoluer le paysage médiatique européen, est-ce que les frontières entre journalisme, communication et création de contenu existent encore ? Non. Non, mais la réponse est clairement non pour moi. Est-ce que je peux me permettre de reprendre quelque chose que vous venez de dire, Valentina ? Bien sûr. Vous avez dit « tout le monde est en capacité de produire de l'information ». Non, tout le monde est en capacité de communiquer des faits. L'information, c'est autre chose. L'information, c'est par rapport à une sélection de faits, on décide de s'emparer, parce qu'on est une rédaction française, allemande, peu importe, on décide de s'emparer de faits et de les traiter journalistiquement. On essaye de les mettre dans un contexte politique, dans un contexte économique, dans un contexte de relations internationales. Donc, il y a forcément un choix. Après, pour répondre très concrètement à votre question, je vais juste vous citer une anecdote. J'ai enseigné à l'école de journalisme du CELSA de 2002 à 2009. Je suis désolé, c'était pas le QEJ. Et j'ai été très surpris, moi qui étais un ancien justement étudiant du CELSA, d'avoir en face de moi des étudiants donc qui venaient à peu près 10 ans après moi et qui ne faisaient pas la différence entre ce qu'était un animateur et un journaliste. Voilà. Donc, je leur posais la question, c'est quoi la différence entre écrire pour un journal comme Le Monde, par exemple, ou travailler pour une télévision comme Arte ou France 2, qui était mon ancien employeur, et travailler pour la revue interne de Renault. Ils étaient incapables de me dire, et j'ai même eu une étudiante qui m'a dit, il s'agit de faire passer un message. Pour moi, le journalisme, c'est pas faire passer un message, du tout. Cédric Pellen, vous partagez cet avis ? Je suis d'accord, d'où l'importance des écoles et des formations pour justement faire la différence, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une proximité en termes d'apparence. Ça se ressemble, en fait, du contenu, voilà. Ce mot qu'on utilise un peu, ce mot fourre-tout. Moi, je pense qu'il y a une différence fondamentale qui perdure, en fait, entre information et communication.
L'information, comme l'a dit William, c'est différent. C'est la recherche de faits qu'on va vérifier. Et surtout, le journaliste, il est guidé par la mission d'aller apporter ces faits à la connaissance du public. C'est les droits et devoirs du journaliste. Là où le communicant ou l'influenceur, il a quand même une autre idée derrière la tête. C'est par définition d'influencer ce public pour lui faire acheter quelque chose ou lui faire élire quelqu'un. Ou voilà. Donc ça, c'est quand même une différence fondamentale. Il y a des choses qui peuvent se ressembler, mais c'est vrai que le travail derrière, l'objectif n'est fondamentalement pas le même. Et donc oui, il reste une frontière très nette entre information et communication. Peut-être qu'il est plus important qu'auparavant de l'expliquer. Et l'anecdote que vient de raconter William en parle. C'est quand même, si on arrive en éco-journalisme sans avoir cette distinction, on peut imaginer que beaucoup de citoyens ordinaires, entre guillemets, la font pas. Et c'est vrai que tout est fait pour nous confondre, par ailleurs. On voit l'infomercial, des pubs qui prennent l'apparence de contenu journalistique, des influenceurs qui jouent avec les codes du journalisme. Mais à partir du moment où il y a un objectif qui est autre que celui de simplement porter et travailler les faits et les expliquer à la connaissance du public, on n'est pas pleinement dans le journalisme. Comment vous expliquez le fait qu'on fasse de plus en plus difficilement la différence entre les deux ? Je pense que c'est la manière dont on s'informe. On voit bien l'émergence d'Internet, des multimédias, de plateformes, de réseaux sociaux, de créateurs de contenu. Et qu'effectivement, techniquement, aujourd'hui, on peut filmer avec un iPhone des images de qualité, on peut enregistrer des sons. Enfin, auparavant, il y avait quand même une barrière technique aussi à la production d'informations. Cette barrière technique, elle a largement sauté, même s'il y a bien sûr des différences de qualité à la production. Mais néanmoins, je pense que fondamentalement, le métier, il reste différent de simplement filmer ce qui passe dans la rue. Un journaliste ne fait pas simplement ça. Un journaliste va rendre compte de faits, les mettre en perspective, les expliquer, les vérifier. Et il va le faire à nouveau, ça c'est les chartes de droits et devoirs des journalistes, de manière en fait désintéressée. On parlera de la neutralité tout à l'heure, c'est un défi, mais en tout cas, il y a quand même une démarche d'objectivation des faits qui n'est pas la même quand on est un journaliste et quand on est un communicant ou un influenceur. Et c'est parfaitement... Non, mais il faut être transparent sur ce qu'on fait. William ? Il y a un de nos confrères, illustres confrères, François Simon, qui était journaliste au Monde. Et dans le Monde daté de demain soir, il y a une nécrologie de cet illustre confrère qui est donc mort à l'âge de 95 ans. Et voilà commence l'article. Il avait fait de la maxime de son mentor, Hubert Beuve-Méry, donc fondateur du Monde. Écoutez bien la citation. « Un journaliste est là pour dire la vérité, même si ça lui coûte, surtout si ça lui coûte. » Je ne crois pas qu'un communicant puisse dire ça. Voilà, c'est ça la différence entre un journaliste et un communicant, me semble-t-il. Vous partez... Oui, complètement. Oui. J'ai un de mes amis qui a eu son premier procès en tant que journaliste. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et il a eu toutes les pressions du monde, mais en même temps, l'info elle était là, elle devait être diffusée, il fallait que ça soit partagé. Et il a pris ce risque finalement de se mettre en porte-à-faux de sa rédaction, de peut-être d'autres rencontres qu'il fera ou qu'il devra faire, d'autres interviews. Et parce qu'il est journaliste, il est allé jusqu'au bout et il a sorti cette information, quoi. Mmh. C'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, William ? D'être en procès ? Jamais. Mhm. Ça viendra peut-être un jour. Je pense, en tout cas, Cédric, tu as utilisé le mot d'influenceur, ou en tout cas, il y a le mot d'influenceur qui a été lancé. Il faut aussi que, comment dire, quand on parle ou quand on se montre critique vis-à-vis de journalistes, les journalistes doivent être critiques par rapport à ce qu'ils font. Mais on oublie quelque chose dans ce débat-là. Il faut aussi que nous, téléspectateurs, auditeurs, lecteurs, on se pose la question de ce qu'on veut des journalistes. Est-ce qu'on veut des influenceurs, des jeunes gens qui font très bien, qui ont une forme extraordinaire, c'est-à-dire ils passent devant un téléphone portable et ils ont les codes. Honnêtement, ils ont les codes de la télévision, ils ont les codes de la vidéo. Mais le discours qu'ils transmettent est un discours lisse ou un discours qui n'a pas une vocation pédagogique. Ils ont un discours qui, essaye assez peu de remettre ou de contextualiser une information. C'est pas ça. Or,
est-ce que nous autres, qui sommes les receveurs, les récipiendaires de ces messages, est-ce qu'on veut ça ? Ou bien est-ce qu'on se dit, finalement, le journalisme, c'est une activité humaine qui nous donne des informations, qui essaye de porter à la connaissance du public des informations, et donc d'accepter nous-mêmes de voir nos convictions personnelles ébranlées, parce que c'est le but même du journalisme. On peut avoir chacun d'entre nous dans ce studio des pensées politiques. Faire du journalisme, c'est autre chose. C'est apporter des faits à la connaissance d'un public, et parfois, ces faits-là, eh bien, ils heurtent nos consciences, ils heurtent nos sensibilités politiques. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cela ou non ? Et à mon avis, le journalisme et les gens auxquels s'adresse le journalisme doivent aussi se poser ces questions-là. Et justement, on voit du coup qu'on est confronté aux communicants qui ont quand même de l'audience et les chiffres parlent. Cédric Pelen, comment vous faites du coup pour enseigner à vos étudiants cet esprit critique ? En fait, il faut être très clair, et j'ai tout le respect du monde pour les communicants, mais il faut juste être très clair sur le fait que ce n'est pas le même métier. Et ça, c'est très important dans la formation qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'on est là, en fait, pour à la fois apprendre des savoir-faire techniques, intellectuels, méthodologiques pour traiter l'information, mais aussi rappeler que c'est un combat de chaque instant, cette posture journalistique de production de l'information. Moi, je veux dire deux choses. La première chose, c'est que l'information, et c'est ce que vient de dire William, ça appartient pas aux journalistes. L'information, c'est un bien commun. C'est un bien commun d'une démocratie saine. Quand il n'y a pas d'information de qualité, c'est-à-dire on voit bien que la démocratie s'effondre assez rapidement, et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un lien direct entre l'effondrement d'un paysage informationnel, notamment local, et l'émergence de mouvements politiques, de fake news, de complots. On le voit très bien, ça a été bien documenté par la recherche. C'est quelque chose qui nous menace également et qui est déjà dans certaines parties certainement à l'œuvre un petit peu en Europe aussi, notamment en France. Donc première chose à savoir, c'est ça. Les journalistes, leur information, elle ne leur appartient pas. Par contre, eux, ils proposent une démarche pour porter à la connaissance du public des faits qui après lui permettent de se faire un avis. Et ces faits-là, ils les proposent non pas dans un but justement de vendre quelque chose, non pas d'une manière désintéressée, avec une démarche qui est régie par des textes. Et parce que là, on peut avoir l'impression que c'était qu'avant il y avait une information objective, puis que maintenant il n'y en a plus, par exemple. Non, ça a été une conquête, aussi au 19e siècle, aussi au 20e siècle. On a déjà eu des moments d'effondrement informationnel. Les années 30, les années 40 sont des moments où les journalistes ont été dévoyés, se sont dévoyés. En tout cas, où on a eu des moments de remise en cause de la posture journalistique. Au 19e siècle aussi, on a des moments de codification. En France, on a une loi en 1881, qui est une grande loi sur la liberté de la presse, qui correspond à la démocratisation en fait, de la France. C'est au moment où la Troisième République s'impose dans le temps. C'est concomitant relativement avec le développement de l'éducation, parce que c'est pensé dans le même mouvement. Un citoyen éclairé à qui on donne le droit de vote doit, 1, être éduqué, donc école, et 2, être informé. Donc, on crée les conditions d'une presse libre en mesure de l'informer. Ensuite, on a eu des textes, on a eu 1918, la première charte journalistique, et puis on a la charte de Munich, qui est un peu la dernière version, 1971. Et bien ça, nous, c'est au cœur de nos enseignements. La charte de Munich, c'est un code déontologique qui vient justement différencier le journaliste d'autres producteurs de contenu, et qui va dire la spécificité. Voilà. La spécificité du journaliste, c'est de produire de l'information, de respecter la vérité, de ne jamais confondre le métier du journaliste avec celui de publicitaire ou propagandiste. Ça, c'est la déclaration 9 de la charte de Munich, vous voyez. C'est de ne pas céder aux pressions, c'est d'accepter, effectivement, on parlait des procès tout à l'heure, les conséquences éventuelles d'un traitement de l'information. Et en fait, ça, c'est un combat permanent. Aujourd'hui, il prend une nouvelle forme, mais il n'y a aucun moment où ça a été facile de faire de l'information. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Et c'est là, effectivement, je partage ce que dit William, c'est un devoir de toutes et de tous citoyens aussi d'être exigeants et de quand même d'interroger des producteurs de contenu sur l'origine des faits qu'ils portent à la connaissance du public. Dans quel cadre tel événement a été dit, quelle opinion est relayée, est-ce que l'information est vérifiée, est-ce qu'elle est recoupable. Il y a effectivement un travail à ce niveau-là de formation. William, ça vous fait réagir ? Il y a quelque chose dans ce qui vient d'être dit. Tu as dit, finalement, il y a toujours eu une tentation
de la part des pouvoirs de délivrer une information et de museler le travail des journalistes. Ça, on va dire que c'était une démarche politique visant à mettre au pas, à ce que les journalistes aient la main sur la couture du pantalon. Maintenant, ce qu'il y a de plus redoutable, je dirais, c'est que nous avons des instruments technologiques qui brouillent cette réalité-là. J'ai vu pas plus tard qu'il y a quelques jours des collègues sur le plateau d'enregistrement de Théma qui avaient, l'un d'eux avait un téléphone portable. Et il m'a montré, en prenant une photo d'une personne puis d'une autre personne, il a fait fondre les deux personnes et le téléphone permettait de se faire embrasser ces deux personnes-là. Alors, évidemment, il y a un côté très, très drôlatique dans l'affaire, mais si on s'interroge, on est exactement dans les mythes racontés par la littérature de science-fiction. C'est-à-dire qu'on a une technologie qui nous rend aveugles et qui brouille elle-même le rapport entre la véracité des faits et l'utilisation qui en est faite. Moi, je suis pas tellement nostalgique de nature, mais il m'arrive d'être guetté par ça, parce que j'ai l'impression qu'entre le journalisme de ma jeunesse et celui de maintenant, il me semblait qu'il y avait évidemment des affrontements idéologiques très forts entre la droite et la gauche, mais il y avait quand même une espèce de consensus non dit sur le fait qu'on était quand même d'accord sur les faits. Et après, on se nourrissait chacun de certains faits par rapport à d'autres pour tirer la couverture idéologique à soi. Mais là, il n'y a même plus consensus. Il n'y a même plus consensus. Regardez ce qui se passe avec l'affaire de Madame Macron, où on dit, on est dans une société où on dit, il faut maintenant que Brigitte Macron apporte la preuve par écrit qu'elle est bien une femme et non pas un homme. Enfin, et qu'il y a des gens qui suivent ça. Mais c'est absolument hallucinant. Enfin, moi, ça me fait pas du tout rire, ce genre d'affaires. Ça m'inquiète. Franchement, ça m'inquiète. Vous diriez que c'est une menace à la démocratie ? Ah, mais c'est pour moi, oui. Parce que par des outils technologiques, nous pouvons donc inventer des histoires, mais imaginez ce qu'on peut faire aussi avec les traces du passé. On peut aussi aller dans nos passés respectifs, dans le passé d'une société, et aller transformer le passé. Et ça, je suis désolé, mais 1984 de George Orwell, c'est ça. Le personnage principal, Winston, il corrige la mémoire. Il dit « Mon pays n'a jamais été en guerre contre l'Eurasie, l'Océanie, etc. » Alors qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Et donc, on modifie, la réalité actuelle, et on modifie le passé. Mais qu'est-ce qui nous reste là-dedans ? C'est affreux. C'est une démarche totalitaire. Et je crois pas, je prends pas du tout ce genre d'affaires avec légèreté. Moi, ça m'interroge. Et je pense que si on n'y veille pas, c'est la fin annoncée du journalisme. Totalement. Voilà. Et les technologies apportent aussi une réduction de notre attention. On voit que les attention spans sont de plus en plus courts. En fait, il me semble que maintenant, c'est 9 secondes d'attention maximum qu'on a. Et on note aussi que selon les chiffres du Reuters Institute, 57% des 18-34 ans s'informent principalement via les réseaux sociaux. Comment on lutte contre ça ? Ou plutôt comment les médias devraient s'imposer dans cette nouvelle génération d'expression. Aussi, oui, tout à fait. Il y a une double, ouais. Mais, en tout cas, nous, pardon, excuse-moi de te couper. Nous, on est, je pense, la chaîne par excellence où ce conflit se manifeste le plus. Pourquoi ? Parce que Arte est une chaîne qui, depuis sa création, mise sur le temps long et sur les formats longs. Qui dit long, dit enquête. Arte n'est pas une chaîne de scoop. Et
on fait des programmes, je suis bien placé pour le savoir, Arte Reportage, ce sont des reportages de 26 minutes, et je présente aussi en alternance Théma, ce sont souvent des documentaires de 52, voire de 90 minutes. Donc on prend ce temps-là, et on nous demande en interne, et je comprends l'intérêt de ça, on nous dit aussi, mais il faut penser à des gens qui sont plus dans ce rapport au temps-là. Alors on nous met en exergue des jeunes gens, comme si les jeunes n'avaient que 3 minutes 20 d'attention possible ou de cerveau disponible par jour. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Cédric ? Ouais, je vais rebondir juste sur la touche un peu déprimante de tout à l'heure. La menace démocratique, il faut bien être conscient qu'elle est là. Hein, parce sans information, je me répète, mais sans information de qualité, c'est la logique du choix, du vote, du choix éclairé du citoyen, qui est un peu au fondement de notre démocratie quand même, qui est remise en question. En fait, il y a une double évolution. Il y a une évolution, on parlait du fait qu'aujourd'hui, tout le monde a énormément accès à des technologies incroyables, en fait. Hein. Peut filmer, peut, avec l'IA, transformer des contenus. Donc, en fait, les médias classiques ont, d'une certaine manière, perdu leur monopole informationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut toucher quelqu'un en Chine directement. C'est une nouveauté à laquelle les médias doivent s'adapter, effectivement. Et c'est une menace parce que du coup, ça brouille, on l'a dit, hein, les frontières, les pratiques. N'importe qui peut se proclamer commentateur, journaliste, influenceur. Et du coup, la différence, elle peut être plus compliquée à faire pour quelqu'un qui n'a pas les codes, quoi. Et deuxièmement, et je pense que c'est concomitant, on a aussi une fragilisation économique des médias. Et ça, c'est quand même hyper important de noter. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une émergence technologique à laquelle on assiste, c'est aussi l'apparition de groupes extrêmement puissants, privés, à but lucratif, dont le produit est la captation de l'attention, voilà, et qui viennent se positionner aussi comme des relais d'information. Et qu'en fait, c'est de la captation de l'attention, mais c'est aussi de la captation de revenus. C'est-à-dire que les IA, respect du droit d'auteur, respect du travail journalistique, n'en parlons même pas. Les réseaux sociaux viennent aussi capter une partie des ressources. C'est-à-dire quand on regarde un contenu du Monde, sur le site du Monde ou par Facebook, en fait, Facebook est un intermédiaire qui va aussi récupérer des ressources publicitaires. Les médias se sont fait complètement dépouillés en termes de revenus publicitaires. On a un désengagement de l'État dans un certain nombre de médias publics et on en parlait tout à l'heure, particulièrement en France. Et donc ça aussi, c'est ces effets concomitants qui fragilisent le journalisme face à ces évolutions. Une petite touche d'espoir quand même, c'est qu'on voit, et on en parlait des formats longs, on voit aussi l'émergence de nouveaux formats et d'une nouvelle envie de long, de formats d'investigation. Le podcast est très, très, très à la mode. Le podcast, c'est quand même un temps d'écoute souvent assez significatif. Sceptique, par exemple. Exactement. Les formats d'investigation sont très recherchés. Moi, mes étudiants, ils ont cette envie aussi d'inventer un journalisme. Et au final, ces outils-là, s'ils sont utilisés intelligemment, permettent aussi de nouvelles formes d'investigation, des nouvelles formes de rendu, peut-être effectivement des nouveaux formes de formats. Et on voit l'émergence de ce qu'on appelle les pure players, des médias en ligne, quand même assez enthousiasmant. Alors on a l'exemple de Mediapart, qui dans ce contexte moribond a quand même réussi à trouver un modèle économique et à proposer de l'investigation. Très singulier, très singulier. Très singulier, mais qui a quand même un moment où tout le monde disait que l'investigation était morte, Mediapart a fait sa place. On voit aujourd'hui des médias, je sais pas, comme Vert, comme Les Jours, qui proposent aussi des choses qui trouvent un certain public. Donc voilà, c'est aussi dans les moments de crise qu'il y a de la réinvention et qu'on peut réaffirmer les fondamentaux tout en proposant de nouvelles choses. J'espère, voilà, c'est la touche d'optimisme, j'espère que c'est ce qu'on vit, mais toujours est-il que le contexte, il est périlleux. Il faut en avoir conscience. Cédric, pardon, je te trouve, disons, optimiste, et moi je vais faire le pessimiste, je suis désolé. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tu parles et c'est normal, les médias s'inscrivent dans un contexte économique. Il y a l'économie générale et il y a l'économie des médias. Les médias n'échappent pas à ce ton de vache maigre. Nous devons, collectivement, faire des économies. Qu'est-ce que ça affecte ? En tout cas, pour les chaînes que je connais, ça affecte une chose en particulier, c'est que vous avez moins de reportages. Et donc, vous avez beaucoup plus la place à un journalisme de salon, un journalisme de régie,
si vous voulez, un journalisme de desk. D'où le fait vous avez plein de gens qui pérorent comme ça en étant dans un studio à Paris et qui commentent le monde sans jamais y aller. Or, qu'est-ce qui fait le distinguo entre les médias ? Sinon le reportage, sinon la possibilité qui est donnée à des reporters d'aller sur le terrain et d'aller se confronter à des gens, d'abord de voir des gens avec lesquels nous sommes en symbiose politiquement, mais c'est pas là le problème. C'est d'aller aussi à la rencontre de gens qui ne pensent pas comme vous. Et des gens qui vont démentir votre angle de départ, qui vont, vous plonger dans des abîmes de perplexité parce que vous-même, vous aurez eu au départ, en voulant partir sur le terrain, vous aurez eu une idée d'angle et votre angle va être complètement détruit parce que vous allez voir sur le terrain. C'est ça, cette vérité-là à laquelle faisait allusion Hubert Beuve-Méry, grand patron du monde. Et c'est ça la plus-value journalistique. Et c'est ce que je pense aussi. C'est au cœur de notre formation au CUEJ. C'est le reportage, le terrain, la rencontre avec les gens, avec l'altérité, la confrontation, la remise en cause de ses préjugés, de ses conceptions initiales. Effectivement, le journalisme, c'est aussi un métier qui a une posture d'humilité et de compréhension du monde. Et si on sort de cette posture-là, alors, ça devient aussi un petit peu un péril. Et on voit aujourd'hui que parfois, ça peut être une tentation. Ouais. Dans votre quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé de ce fait dans votre manière de produire l'information ? Il y a énormément de choses. En tout cas, pour revenir là sur les influenceurs, parce que moi, c'est ça qui me frappe. Moi, je vais vous dire, j'ai 55 ans. Voilà. Et d'avoir aujourd'hui comme référence par mes patrons des gens qui sont très jeunes et qui sont des influenceurs et qui, pour moi, je suis désolé de le dire, peuvent être à la fois des jeunes filles qui vont faire les influenceuses pour des lipsticks, pour des rouges à lèvres, ou des garçons qui vont faire des influenceurs pour la vente de baskets, ça m'intéresse pas, si vous voulez. Ça m'intéresse pas. Il faudrait s'inspirer de ça pour faire du journalisme. Mais le journalisme, c'est le temps. Parfois, les choses nous apparaissent très simples. Voilà, on voit une dépêche, je pense qu'on a tous eu ce réflexe-là, on se dit « Ah oui, c'est comme ça ». Oui, mais il faut expliquer pourquoi nous, on arrive à cette conclusion rapide. Et ce faisant, on doit expliquer aux gens dont c'est pas le métier. Donc, cette course à l'échalote, cette course à « il faut faire toujours plus simple », elle affecte de nombreux médias, et Arte est peut-être moins touché que les autres. Mais il y a quand même cette idée-là, si vous voulez. Donc ça sera. Et là, j'ai pas le temps d'une émission pour vous faire tout le descriptif de ça, mais nous sommes aussi vigilants là-dessus. Voilà. Et est-ce que, en tout cas pour la télé, les journalistes sont pas trop rigides justement dans les cadres, dans les règles de filmer, comparé aux réseaux sociaux où l'image est beaucoup plus changeante, on peut bouger un peu plus dans tous les sens. Quand on regarde n'importe quel reportage, on va pas voir la caméra passer de tout en bas à gauche à tout en bas à tout en haut à droite rapidement. Il y a moins de gestes, moins de... Est-ce qu'on n'est pas trop refermé dans un schéma vraiment d'image carrée qui ne bouge pas ? Alors ça, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'éditorial, ce que j'ai essayé de faire il y a un instant, de la forme. Et de la forme, moi je pense qu'il n'y a pas une forme unique de reportage. Et tu as dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec ça, il y a des nouvelles narrations de télévisuelles. Les documentaires tels qu'ils sont faits aujourd'hui ne sont pas ceux de ma jeunesse, de mon adolescence. Donc bien évidemment, ok pour essayer de trouver des nouvelles formes qui soient peut-être plus captivantes, peut-être. En revanche, moi, je pense qu'il faut être impitoyable sur l'éditorial. Impitoyable. Mais bien sûr, bien sûr. On a parlé de confiance, de storytelling, de la porosité entre les métiers du journalisme et de la communication, ce qui amène à une autre question. Si tout devient relatif, est-ce qu'on peut encore parler d'objectivité ? Est-ce qu'être neutre aujourd'hui, c'est encore possible ou même souhaitable ? On en parle dans un instant et justement, une voix d'une extrême justesse qui questionne l'honnêteté, c'est Georgia Smith, accompagnée de Burna Boy et leur titre Be Honest. Vous écoutez Sceptique, toujours en direct sur Radio RBS. À tout de suite. Sceptique.